par lequel l'assureur, moyennant une prime de cotisation, s'oblige à verser au preneur ou à des tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l'assurance se réalise. Donc, ça qu'on appelle assurance dommage. Mais il faut comprendre que l'assurance dommage a deux parties. Il y a la partie qu'on appelle bien et la partie qu'on appelle responsabilité. La partie bien, ça concerne à deux parties. Assurance habitation et assurance automobile. Donc, ça, c'est une partie pour l'assurance bien. L'autre partie, c'est l'assurance responsabilité. Ici au Québec, l'assurance automobile, comme au Sénégal, est obligatoire. Mais l'assurance habitation ne l'est pas. Mais beaucoup de gens ont souscrit en raison des risques que peuvent causer le manque d'assurance en habitation. Donc, ici, on a donc bien deux parties, assurance habitation et assurance automobile. L'autre partie, c'est assurance responsabilité. Donc, pour les dommages qu'on peut causer à des tierces personnes. Donc, ça aussi, c'est couvert par l'assurance de dommages. Comprenez aussi une chose, ici au Québec, même au Canada, le règlement des sinistres est uniquement fait par les personnes qu'on appelle des experts en sinistres. Donc, vous, au Sénégal, vous appelez, je pense que c'est le nom de régleur, si je me trompe, régleur de sinistre ou agent d'indemnisation. Mais ici, au Québec, on les appelle experts en sinistre. Donc, ils sont certifiés. Pour experts en sinistre, il faut être certifié par un organisme qu'on appelle l'autorité des marchés financiers. Donc, il y a, sous ce rapport, prenez note qu'il y a trois catégories d'experts en sinistre. Il y a l'expert en sinistre qui travaille pour l'assureur. Il y a l'expert en sinistre qui travaille pour un cabinet indépendant. Et enfin, il y a l'expert en sinistre qui travaille pour le public. Donc, l'expert en sinistre qui travaille pour l'assureur, lui, il suit les normes de l'assureur pour régler les sinistres. L'expert en sinistre qui travaille pour un cabinet indépendant, dont moi j'ai fait partie, nous on reçoit des mandats des assureurs pour traiter des réclamations un peu plus complexes. Et enfin, l'expert public, lui, son travail, c'est par exemple de faire affaire avec des assurés. Par exemple, un assuré a un dégât d'eau, il contracte avec lui, c'est-à-dire qu'il va représenter cet assuré au niveau de l'assureur. C'est ça son travail. Donc, il y a véritablement ces trois catégories d'experts. Et l'assurance de dommages au Québec est gérée par le Code civil, comme je disais tantôt, puisque c'est compétence exclusive des provinces. L'assurance dommages est gérée et donc gérée par le Code civil. Je ne sais pas si je me trompe, mais au Sénégal ou en France, il y a un code des assurances. Je ne sais pas est-ce que c'est comme ça que ça se passe. Vous m'en direz. Mais ici, tout ce qui est assurance est intégré dans le Code civil du Québec. Aussi, une dernière note aussi préliminaire, c'est que la fraude en assurance dommage coûte 1 à 3 milliards par année. Vous savez que donc ça, c'est un montant qui est vraiment assez élevé au Canada. 1 à 3 milliards pour les réclamations frauduleuses. C'est ça le coût que ça coûte. Ceci dit, nous allons donc commencer par le chapitre 1. Chapitre 1, donc, qui est la définition de la fraude. C'est quoi la fraude? Il y a une coalition canadienne qui la définit comme une omission ou un acte perpétré dans le but de soutirer illégalement un bénéfice de l'assurance. Donc, quand on parle de fraude, ça englobe donc les actes frauduleux, ça englobe les sinistres qui sont entièrement fabriqués, ça concerne aussi le gonflement ou l'exagération des sinistres réels, les fausses déclarations lors donc de la souscription ou les fraudes internes. Tout ça, nous allons les voir tantôt. Il y a aussi un élément important à retenir. En passant, si vous voulez que je répète aussi, vous pouvez me le dire, hein, parce qu'il se peut que des fois, je passe très vite. Donc, si vous voulez, je peux aussi répéter les choses. Ce qu'il faut retenir, c'est que
il y a un organisme canadien qu'on appelle le Bureau d'assurance du Canada, le BAC. Donc, c'est un organisme canadien, donc, au fédéral, qui s'occupe donc des questions de fraude. Selon donc le BAC, le Bureau d'assurance du Canada, de 10 à 15% de la prime d'assurance de chaque assuré servirait à éponger les pertes liées à la fraude. Donc, 10 à 15% des primes que reçoivent les assureurs sert donc à éponger les actes frauduleux. Donc, c'est vraiment beaucoup. Nous allons commencer le A. La fraude lors de la souscription. Comment elle se passe? D'abord, il y a ce qu'on appelle la surassurance. C'est quand, par exemple, on évalue de façon excessive la valeur des biens. Donc, ça, c'est au niveau de la souscription. Souscription, vous savez que c'est quand on passe un contrat avec la compagnie d'assurance. Il y a aussi, la fraude aussi se passe lors au niveau de l'assurance cumulative. Donc, il y a des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils assurent, ils font des assurances dans plusieurs compagnies. Donc, pour un bien, ils assurent, ils vont aller à Alliance Sénégal, AXA Sénégal, etc., etc. Donc, ils vont passer le bien dans plusieurs compagnies. Et donc, si les assureurs ne se parlent pas, ça veut dire qu'il peut réclamer, quand il y a un sinistre, il réclame à Alliance Sénégal, après il va réclamer aussi à AXA Sénégal. Donc, il y en a qui utilisent ce stratagème. Il y a aussi, au moment de la souscription, la dissimulation des faits. Donc, on cache des faits défavorables ou des sinistres antérieurs. Parce que c'est vrai que souvent, quand on souscrit, quand on crée un contrat d'assurance, souvent l'assureur nous demande est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Donc, mais des fois, les gens disent non. Par exemple, si par exemple quelqu'un habite près d'une usine dans le coin de Anne, les usines le terminal pétrolier de Anne, c'est sûr qu'un assuré sera réticent à assurer quelqu'un qui habite près du terminal pétrolier, mais peut-être lui ne va pas le dire. Donc, il a caché un fait qui peut être défavorable. Des fois aussi, l'assureur peut poser la question, est-ce que vous avez eu des sinistres antérieurs? Parce que ça aussi, c'est pour calculer ce qu'on appelle le risque moral. Mais il y a des assureurs qui disent que non, jamais eu de sinistre. Donc, ce qu'on retient, c'est que la fraude peut se passer quand il y a au niveau de la souscription, l'assurance, donc évaluation excessive de la valeur des biens, assurance cumulative, on assure les biens au niveau de plusieurs assureurs plutôt, on dissimule des faits défavorables ou des sites antérieurs. Le point B, on appelle le point B, c'est la transformation, rendre un dommage non couvert en un dommage couvert. Ça concerne les dommages préexistants et non déclarés lors de la souscription de la police d'assurance et faisant l'objet de réclamation par la suite, une fois la police en vigueur. Donc, on a eu un dommage. Aujourd'hui, on est mardi le 15. J'ai un dégât d'eau chez moi. Je ne suis pas assuré, mais je dis rien. Et donc, demain, le 16, je vais aller m'assurer au niveau de AXA Sénégal, exemple. Et là, j'ai dit, écoute, j'ai eu un sinistre le 17 juin ou le 20 juin 2022, alors que le sinistre s'est passé bien avant l'entrée en vigueur du contrat. Donc, il y en a qui utilisent cette stratégie. Donc, c'est pour rendre un dommage non couvert en un dommage couvert. Parce que l'assureur, quand la prise en vigueur, c'est à partir de l'entrée en vigueur du contrat que ça s'applique, mais pas avant. Mais il y en a, donc, comme j'ai dit, qui ont un dommage préexistant et puis là, ils le transforment en dommage couvert. Il y a aussi ceux qui font aussi les faux sinistres. Exemple, une personne vend son véhicule aux États-Unis, exemple, il dit, et puis il déclare que le véhicule a été volé au Canada. Donc, si les administrations ne se parlent pas, c'est sûr que ça va passer. Donc, il vend son véhicule aux États-Unis, et là, une fois, c'est un Canadien, donc il vend son véhicule aux États-Unis, et puis là, il revient au Canada, il dit que son véhicule a été volé. Donc, ça, c'est le prototype d'un faux sinistre. Il y a aussi ce qu'on appelle le sinistre intentionnel.
Ça, c'est par exemple quand l'assureur lui-même, exemple, provoque un incendie chez lui. Parce qu'il veut, exemple, je ne sais pas, il a des meubles qui sont anciens, il a une télévision qui est ancienne, donc il a contacté une assurance habitation au niveau d'une compagnie d'assurance sénégalaise, et là, donc il veut changer ses meubles ou sa télé, il provoque un incendie. Tout ça, nous allons voir ça après. Il peut aussi, c'est le cas aussi d'une personne aussi qui provoque un accident. Exemple, vous savez, je ne sais pas au Sénégal, parce que je ne connais pas bien l'assurance automobile au Sénégal, mais au Québec, ici, il est arrivé que des gens fassent un complot avec des tierces personnes pour simuler un accident. Par exemple, ils voulaient changer, le véhicule est un véhicule de l'année 2000, donc là, il va avoir un nouveau véhicule. Là, il simule un accident, donc pour que ça puisse passer comme sinistre. Il y a aussi des gens aussi qui paient provocation par un tiers. Donc, des gens qui paient une personne pour incendier leur maison. C'est arrivé ici au Québec. Donc, on a eu des cas comme ça. Sûrement au Sénégal aussi, j'imagine que c'est des choses qui sont arrivées aussi. Donc, ça, c'est pour le sinistre intentionnel. Il y a aussi les fausses déclarations au moment de la réclamation. Donc, comme on a vu tantôt, la fraude la plus fréquente se traduit par l'exagération de la valeur des pertes. Dans ce cas, il y a peut-être de l'assuré qui en augmente toutefois la valeur. Comme on a dit, gonfler la réclamation pour obtenir une annuité plus élevée ou gonfler la réclamation pour récupérer le montant de sa franchise. Exemple, monsieur Hassan a eu un dommage chez lui, un incendie chez lui. Et puis là, ce qu'il fait, c'est qu'il surévalue la valeur des biens. Ça aussi, nous allons le voir plus en détail. Il dit que mais j'avais un meuble là, je l'avais acheté à, chez un commerçant à Sandaga à 2 millions, alors qu'il l'a acheté peut-être chez un marchand à Colobane, peut-être à 100 000 ou 50 000. Il dit qu'il a acheté à 2 millions. Donc là, vraiment, il gonfle sa réclamation. L'autre cas aussi, c'est quand la personne, parce que vous savez qu'il y a la franchise dans un contrat d'assurance, c'est la partie qui doit être assumée par l'assuré. Donc, moi, personnellement, j'ai eu des dossiers où un assuré avait donc avait exagéré. Il a dit que, écoute, j'ai eu un vol chez moi et puis on m'a volé mon ordinateur portable de Mac. Et donc, les appareils informatiques, l'assureur a une limite, un montant limite à payer. Donc, il va payer le montant maximal qu'il peut payer, exemple, c'est 2000. C'est 2000 $. Donc, ce que la personne a fait, c'est qu'il dit, vu qu'il avait une franchise de 500 $, alors que c'était 1500, mais il a dit c'est 2000 $. Donc, il veut récupérer sa franchise. Autrement dit, il déclare 2000, mais en réalité, ça coûte 1500. C'est pour éviter de payer sa franchise. Donc, il déclare un montant surélevé pour récupérer sa franchise au niveau de l'assureur. Ça, c'était pour le chapitre concernant la définition de la fraude. On a vu donc la fraude au moment de la souscription. On a vu la fraude quand c'est pour rendre un dommage non couvert en dommage couvert. On a vu la notion de faux sinistre. On a vu la fraude créée volontairement. On a aussi vu les fausses déclarations au moment de la réclamation. Maintenant, nous allons passer au chapitre 2. Chapitre 2, donc, qui est les indices de fraude. Il y a donc les indices de fraude. OK. Quand on dit indice, ça doit donc éveiller la curiosité pour un règle de sinistre ou un expert en sinistre. Donc, indice de fraude, là, ça, c'est quelque chose qu'on doit regarder attentivement. Moi, dans le cadre de mon travail, c'est des choses que je regarde attentivement parce qu'il faut être très vigilant. Donc, il y en a 5 catégories. Donc, il y a ce qu'on appelle les indices généraux, les indices de fraude liés directement à la perte, les indices de fraude liés au processus de règlement, les indices de fraude liés à un incendie, et là, il y a un petit i, indice de fraude incendie criminel, un petit I2,
indices de fraude liés à un incendie, et enfin, les indices de fraude liés à la suite d'un vol. Donc, les indices de fraude, les indices généraux de fraude sont, on l'a vu, c'est quand, par exemple, un assuré a un sinistre, mais il met la pression. Il veut que ça se règle rapidement. Donc, il insiste de façon exagérée pour que le sinistre se règle. Donc, ça, si vous voyez un assuré qui fait une réclamation et puis il met la pression, ils appellent tout le temps, envoient des textos tout le temps, ah, quand tu vas régler mon dossier, soyez vigilants. Quand, par exemple, aussi un assuré, ça aussi, c'est un élément qui doit attirer votre attention. Quand un assuré connaît trop bien la terminologie en assurance, terminologie, c'est-à-dire, il sait c'est quoi une assurance habitation, il sait c'est quoi un contenu, il sait c'est quoi une franchise, il connaît le contrat d'assurance, les obligations, il connaît trop bien la terminologie, il sait aussi comment on règle les sinistres, il s'est informé. Ça, c'est quelqu'un quand même qui peut créer un doute. Soyez vigilant par rapport à ça. Il connaît trop bien parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, il faut pas apprendre à connaître les choses. Mais l'assurance, quand on n'est pas quelqu'un qui travaille là-dedans, normalement, on n'est pas supposé connaître toutes les notions. Ça peut être suspect. Quelqu'un qui connaît trop bien la terminologie en assurance, qui est capable de vous expliquer comment régler un sinistre, c'est quoi les différents termes, les accidents, qui est responsable, selon le code d'indemnisation, tout ça là, soyez vigilants. Quand aussi, comme indice général, quand l'assuré fait face à des problèmes financiers personnels, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut attention. Je ne sais pas au Sénégal, mais ici au Canada, par exemple, nous, quand il y a par exemple, un incendie, ou quand la réclamation semble douteuse, on a le droit de regarder le dossier de crédit de l'assuré. Je ne sais pas si au Sénégal on peut le faire, vous allez m'en parler après. Mais ici au Canada, on peut voir sur le dossier de crédit pour voir est-ce que c'est quelqu'un qui paye régulièrement ses cartes de crédit, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait faillite, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait récemment un prêt à la banque. On regarde tous ces éléments-là. Donc, parce que c'est sûr que si la banque vous refuse de vous prêter de l'argent, c'est sûr que si votre crédit n'est pas bon, peut-être la tentation de créer un faux sinistre, une fausse réclamation est réelle. Donc, ça, c'est chose qu'on regarde. Quand aussi l'assuré est prêt à accepter un règlement minimal plutôt que de documenter ses biens mentionnés dans sa demande d'indemnité, ça aussi faites attention. Autrement dit, OK, normalement la réclamation est, je donne un exemple, 200 000 francs CFA. Mais il dit, écoute, moi actuellement, là, il dit que lui, là, même si vous donnez 50 000, il est prêt à accepter. Ça, c'est pas normal. Donc, ça, c'est des cas où il faudra être très, très vigilant. D'autant plus qu'il ne veut pas documenter. Ça dit que parce que la preuve, le fardeau de la preuve en assurance de perte de biens revient à l'assuré et non à l'assureur. Donc, si on fait réclamation, on doit amener, on doit prouver donc la perte réelle des biens. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est prêt à accepter un règlement minimal, plutôt de documenter ses biens, les factures et tout, ça, c'est un élément qu'il faudra donc être très vigilant. OK. L'assuré aussi a vérifié auprès de son courtier sa couverture d'assurance ou l'étendue de celle-ci peu de temps avant le sinistre. Donc, l'assuré a appelé son courtier pour dire, hey, moi, c'est quoi ma couverture, exemple, pour ma voiture? C'est quoi, combien je suis couvert? Le courtier dit, écoute, vous êtes couvert à 1 million de francs CFA, par exemple, au niveau de AXA Sénégal. Et puis là, le gars il faut que j'ai l'information. Et puis là, il simule un accident avec une tierce personne pour donc avoir de l'argent ou acheter une nouvelle voiture et tout. Et ça, donc, ça fait partie de l'enquête. Donc, autrement dit, un règlement en sinistre, il doit vérifier aussi, une fois qu'il fait son enquête, certainement, il doit appeler son courtier pour dire, est-ce que l'assuré vous a appelé hier, avant-hier? Est-ce qu'il a posé des questions concernant sa couverture? Ça, c'est des choses qu'il faut absolument regarder dans le cadre de réclamation pour prévenir la fraude. OK. On dit aussi que l'assuré s'est séparé ou a vécu un divorce récemment. Ça, par contre, moi, je ne suis pas très sûr que c'est un élément, mais
les spécialistes de la fraude disent que c'est un élément qu'il faut regarder. Une personne qui a reçu un divorce, qui a vécu un divorce ou s'est séparée, est-ce que, bon, exemple, il y avait une maison avec sa femme ou son mari, la maison était partagée, était payée par les deux personnes. Est-ce qu'il veut simuler un incendie dans la maison pour que la maison soit perte totale afin de récupérer donc le prix de sa maison? Ça, c'est un élément qu'il faut regarder, pourquoi pas. Mais moi, j'ai un peu de doute là-dessus. OK, l'absence de l'assuré ou de sa famille au moment de l'incident est une coïncidence. OK. J'ai eu un dossier où la personne avait donc, je ne sais pas, il avait payé une tierce personne, et puis là, il avait quitté la maison, et donc la personne avait quitté Montréal, et puis là, il avait payé une personne, je ne sais pas comment il a fait, la personne est entrée par effraction et a créé un incendie, une tierce personne. Donc, et nous, donc, on a enquêté pour voir pourquoi ils n'étaient pas à la maison. Il dit que, ah non, parce que j'étais en vacances, ok, est-ce que tu vas monter ton compte de travail pour voir c'est quoi, est-ce que tu as, pour voir c'est quoi tes moments de vacances et tout. Est-ce que, exemple, le mois de juin, c'est là où tu as pris tes vacances. Est-ce que tu as eu une lettre de ton assureur, de ton employeur qui t'autorise à quitter, à aller en vacances? Et puis là, on s'est rendu compte que la personne avait appelé son employeur pour dire qu'il était malade. Donc, et donc, il avait quitté. Et quand il a quitté, il s'est arrangé avec une personne et cette personne a créé un incendie. Donc, ça, c'est des choses, quand les gens ne sont pas là pendant l'incendie, là, exemple, c'est des choses qu'il faut regarder. OK. Les pertes aussi, quand les pertes aussi surviennent, juste après l'entrée en vigueur de la couverture d'assurance, avant sa cessation ou juste après qu'elle ait été augmentée. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut regarder. Les gens, des fois, une fois qu'ils sont couverts, il y en a qui commettent des impairs frauduleux. Donc, il y en a qui font ça. Il y en a aussi qui font ça avant que le contrat n'arrive à échéance. Exemple, demain, mon contrat finit. Mon contrat habitation fini. Et là, donc, je ne vais pas le renouveler parce qu'actuellement, je n'ai pas d'argent. Je vais essayer de créer un vol, simuler un vol pour avoir de l'argent avant la fin de l'assurance. Ou bien aussi, ma prime est augmentée. Je trouve l'augmentation trop élevée. Là, donc, je vais essayer de créer un faux sinistre. Donc, ça, c'est ce qu'il faut regarder. Le point B, c'est les indices de fraude liés directement à la perte. Le moment où les circonstances du sinistre peuvent aussi fournir des indices de fraude. Voici quelques indices. Un incendie qui survient la nuit, particulièrement après 23 heures. Ouais, ça c'est... Mais ça aussi, moi, j'ai dit qu'il faut y aller parce qu'un incendie peut survenir à tout moment. Moi, ça aussi, je mets une réserve là-dessus. Un incendie peut survenir à 1h du matin, à 4h du matin, pendant que les gens dorment. Il peut y avoir un problème de circuit électrique. Et puis là, ou bien on a oublié de fermer la bouteille de gaz. Ça peut arriver à tout moment. Un incendie qui survient un jour férié, pendant la fin de semaine. Bon, ça aussi, c'est ce que les gens disent, mais ça aussi, il faudra il faut regarder ça aussi au cas par cas. Un incendie aussi ne soit pas le jour où il se déroule. Ça peut être un jour ouvrable, un jour férié, une fin de semaine. Ça, il faut regarder. Le service d'incendie signale que l'incendie est d'origine criminelle suspecte ou inconnue. Le service d'incendie signale que l'incendie est d'origine criminelle, suspecte ou inconnue. Ici au Canada, chaque fois qu'il y a un incendie, les pompiers sont obligés de venir sur les lieux pour faire une enquête. Obligés, obligatoirement. Parce que moi, par exemple, dans le cadre de mon travail comme expert en sinistre, quand moi j'étais sur la ligne d'urgence, ligne d'urgence, ça veut dire que c'est toi qui es de garde, comme une infirmière ou un infirmier ou un médecin. Donc, quand on vous appelle la nuit, quand c'est un incendie, il faut aller sur les lieux. Donc, il m'est arrivé d'aller sur les lieux la nuit et puis de rencontrer les pompiers. Et puis là, donc, ils sont là et puis ils te disent que, moi, dès que j'arrive, je dis, je pose aux pompiers, c'est quoi selon vous la première impression que vous pouvez me donner par rapport aux causes du sinistre? Ces gens, c'est déjà expérimenté. Ils peuvent vous dire que, bon, selon moi, pour le moment, ce qu'on a vu, c'est un incendie d'origine criminelle ou c'est un incendie d'origine suspecte ou incendie où la cause n'est pas encore inconnue. Donc, ils peuvent vous dire rapidement c'est quoi. Donc, ça, c'est un élément qu'il faut absolument
retenir. Mais généralement, ils font des rapports et sur la base des rapports, quand c'est un criminel aussi, on peut le savoir. Donc, ils font un rapport pour dire que selon l'incendie est criminel. Et là, ensuite, on fait un rapport à nos commettants, qui sont les assureurs, pour dire que l'incendie est d'origine criminelle. Et là, on fait une enquête. Des fois, on pousse le dossier. Des fois, on poursuit l'assuré. Si on a la preuve comme quoi qu'il a créé un incendie d'origine criminelle, on peut le poursuivre au civil. Donc, ça, c'est un élément qu'on regarde. OK. Quand aussi le vol survient, et c'est la seule journée de l'année où l'assuré a omis de brancher l'alarme. Je sais qu'au Sénégal, ça a commencé, mais ici au Québec, par exemple, dans toutes les maisons, il y a une alarme, presque. Donc, mais sauf que cette alarme, on peut aussi on peut aussi la désactiver. Donc, quand, par exemple, le vol on vole, par exemple, il y a un vol de le voleur, sûrement, il est de mèche avec l'assuré, il lui ouvre la porte, mais avant d'ouvrir la porte, il a désactivé le système d'alarme. Donc, ça, c'est des signes de fraude. Donc, regardez si le signal d'alarme était activé. Si c'est activé, demandez un rapport à la compagnie qui s'occupe donc de l'activation, de la gestion du système d'alarme. Mais si c'était désactivé aussi, cette compagnie peut nous le dire. Parce que moi, dans le cadre de mes enquêtes en incendie, ça, c'est un élément que je regarde aussi. J'appelle la COP, j'ai dit, est-ce qu'il y a une alarme? Oui. Est-ce que l'alarme était branchée? Non. Oui, non. Moi, je contacte la compagnie d'alarme et puis là, je demande un rapport. Et ces compagnies sont obligées de nous donner ces informations parce qu'ils sont liés par les engagements du Code civil. Donc, ça, c'était le B. Le C, c'est les indices de fraude liés au processus de règlement. L'assuré, par exemple, c'est quand l'assuré, le comportement de l'assuré et c'est les documents qu'il fournit à l'expérience sinistre au cours du processus de règlement pour constituer des indications de fraude. Exemple, l'assuré peut fournir ses reçus pour tous les biens ou les biens reçus qu'il possède depuis très longtemps. Son dossier est très bien monté au moment de la première rencontre. Ouais. Parce que généralement, quand on a un sinistre, quand on rencontre l'expérience sinistre, on est perdu parce que c'est. En tout cas, je ne sais pas au Sénégal, mais ici, par exemple, moi, quand je rencontre les gens qui ont des sinistres, là, ils sont perdus, ils ne sont pas bien, ils sont stressés. C'est rare que j'en rencontre quelqu'un qui a préparé sa liste de pertes, qui a préparé sa facture, qui a préparé les preuves de paiement, les preuves d'achat. Donc, quand vous avez un assuré qui prépare tout ça à la première rencontre, là, dites-vous que ça, c'est très, très suspect. Parce que subir un sinistre, là, ce n'est pas quelque chose de gai, de joyeux. C'est quelque chose quelque chose de plaisant. Donc, quand vous avez quelqu'un qui a déjà sa liste de pertes préparée, ses factures préparées, la preuve de possession de biens préparée, les preuves de paiement préparées, dites-vous que c'est assez suspect. OK. Quand aussi l'inventaire des pertes de l'assuré est considérablement différent de celui des policiers. Quand il y a un vol, ici au Québec, quand il y a un vol, on demande toujours à l'assuré de faire une déclaration à la police, d'aller à la police et faire une déclaration. Une fois à la police, l'assuré doit faire une liste des biens qu'il a perdus dans le vol. Donc, j'ai perdu mon ventilateur, j'ai perdu mon ordinateur portable, j'ai perdu mes lunettes, j'ai perdu 100 000 d'argent, j'ai perdu, je sais pas, mes chaussures, des habits. Il doit mettre ça sur la liste. Il doit mettre ça sur sa liste et aussi, il doit aussi nous donner une liste aussi. Donc, ça, c'est ça. Mais si, par exemple, parce que nous, on demande le rapport de police. Si on voit que ce que l'assuré a listé dans le rapport de police, est différent de la liste qui nous a remise, ça crée un doute. Parce que normalement, si tu es capable d'aller à la police pour dire que tu as perdu ça, quand tu rencontres l'expérience sinistre, tu dois aussi être capable de lui dire que j'ai perdu ça. Ça veut dire que ça doit être concordant, pas différent. Donc, quand vraiment c'est différent là, parce que peut-être à la police, ils ont peur. Donc, et là, donc, si c'est l'expérience sinistre, j'ai ce que je veux, ça ne marche pas. Il faut que ce que tu as dit à la police soit la même chose que ce que tu as dit à l'expérience sinistre. L'assuré aussi ne peut fournir de reçus
de chèques valides ou de preuves d'achat pour des objets achetés récemment. OK. Quand, par exemple, il y a l'assuré dit écoute, moi, on m'a volé ma télévision, j'ai acheté au marché Sandaga hier le 14 juin, mais normalement, tu dois avoir une facture, normalement. Parce que je ne pense pas que tu dois acheter quelque chose avec un commerçant de Sandaga ou du centre-ville Dakar, centre-ville Dakar, sans avoir une preuve d'achat. Est-ce que tu as aussi une preuve de paiement aussi? Comment tu as payé? Est-ce que tu as payé par chèque, par carte de crédit? Il faut montrer les preuves. Mais si l'assuré refuse de vous donner des reçus, de donner des chèques valides ou toute preuve d'achat pour l'objet qu'il a acheté récemment, pas des trucs. Si il a acheté il y a 1 an, 2 ans, on peut comprendre que ça s'est perdu. Mais s'il a acheté le 14 ou le 13 juin passé, écoute, il dit qu'il n'a pas de reçu, qu'il n'a pas de facture, qu'il n'a pas de preuve de paiement, c'est assez suspect. L'assuré peut fournir les reçus pour les objets ayant très peu de valeur, mais aucun pour les objets coûteux. Ouais, ça aussi, c'est des choses qui nous arrivent souvent dans le cadre de notre enquête comme expérience sinistre. C'est qu'ils donnent des preuves d'achat des choses qui ne coûtent rien. Mais quand on dit, écoute, est-ce que as-tu une preuve d'achat de bijoux en or que tu as dit être volé? Non, je n'ai pas de preuve. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. OK, as-tu une preuve, exemple, de l'ordinateur MacBook Pro que tu as acheté qui coûte au Canada 3 000 $, c'est-à-dire 1 million au Sénégal, 3 000 $. Non, je n'ai pas de preuve. Et là, il veut qu'on lui paie la chaîne en or et puis l'ordinateur MacBook Pro. Nous, dans des cas comme ça, ce qu'on fait, je dis, OK, tu n'as pas le preuve d'achat du MacBook Pro, Apple Canada, va à Apple Canada et demande, si vous achetez là-bas, ils ont sûrement une information de l'achat dans le site informatique. Je ne sais pas au Sénégal, mais ici, par exemple, quand tu achètes un ordinateur MacBook Pro, même si tu n'as pas de preuve d'achat, nous, on peut demander à Apple de nous fournir la preuve d'achat. On a ton numéro, ton nom, ton numéro de téléphone, ton adresse. On peut envoyer ça à Apple Canada et puis on envoie une lettre de consentement que tu as signée, comme quoi que tu nous autorises à appeler Apple Canada pour vérifier est-ce que l'achat a été fait. Donc ça cette question, on peut la régler au Canada, mais je ne sais pas au Sénégal. L'assuré fournit des reçus. L'assuré fournit des reçus où le montant de taxe est incorrect ou sans taxe de vente. OK, souvent, parce que c'est arrivé, souvent j'ai encore un assuré, il me présente une preuve d'achat, mais tapé à la main. Et au Canada ici, dans tous les achats, il faut payer une taxe. Dans tous les achats au Canada, il faut payer une taxe. Taxe fédérale et taxe provinciale. Donc au Québec, en tout cas, dans d'autres provinces, c'est différent, mais au Québec ici, tu as toujours une taxe provinciale, une taxe fédérale. Donc, si par exemple l'assuré tape une facture, il n'y a pas de taxe de vente ni taxe d'achat. Ça veut dire qu'il a fait à la main. Ça veut dire qu'il n'a pas de preuve d'achat de ce bien. OK. L'assuré fournit un ou des reçus sans en-tête de magasin. OK. Ça aussi, c'est un élément qui semble très, très, très douteux. Parce que je ne connais pas les magasins au Sénégal qui vendent de l'électroménager. Vous pouvez me donner un nom, s'il vous plaît, qui vendent des électroménagers au Sénégal? Allô? Est-ce que vous me donnez un magasin? Hein? On a CCBM ici. OK. CCBM, exemple. Un assuré va chez CCBM. Il dit que j'ai acheté ma télévision Samsung chez CCBM, mais la facture, on n'a pas l'en-tête. On n'a pas la marque CCBM. Ça, c'est assez flou, c'est assez suspicieux, comme on dit. Il faut, parce que si tu dis que tu as acheté la télévision Samsung chez CCBM, normalement, il doit avoir l'en-tête, parce que CCBM aussi, il veut qu'on voit son logo, normalement. Donc, s'il n'y a pas ce logo-là, des fois, ça peut amener des problèmes. Moi, j'ai eu des cas comme ça où j'ai refusé la réclamation parce que j'ai dit que vous dites que vous achetez tel produit chez Brûlé et Martineau ou Best Buy, qui sont des magasins électroménagers ici au Québec. Et puis là, on ne voit pas le logo. Moi, je dis non. Je dis, ou bien vous allez demander à cette compagnie de nous fournir la preuve comme quoi que vous avez acheté cette télévision ici. Dans le cas contraire, je n'ai pas accepté votre réclamation parce qu'il n'y a pas le logo. Je n'ai pas accepté ça. OK. OK. L'assuré ne se souvient pas de l'endroit ou de la date à laquelle il a récemment acheté les biens coûteux.
OK. L'assuré acheter, je sais pas moi, une télévision chez CCBM qui coûte 1 million, 2 millions, mais il dit que ouais, ma télévision là, il y a un dégât d'eau ou il y a un incendie, je l'ai perdu, mais je ne me souviens pas où est-ce que je l'ai acheté. Ça aussi, c'est un élément assez suspect aussi. Parce que quand tu as des choses chères, normalement, tu dois savoir où tu les as achetées. C'est comme si tu achètes une chaîne en or au marché Sandaga, mais tu oublies que tu l'as acheté, tu dis non, je ne sais pas où j'ai acheté. Alors que tu l'as acheté au marché Sandaga parce que ça coûte cher, l'or, ça coûte cher. Donc, sûrement, tu sais où tu l'as acheté. Peut-être que tu ne veux pas donner beaucoup d'informations. Donc, quand là, ça dit que, écoute, moi, j'ai acheté des choses très coûteuses, des biens coûteux, mais je ne sais pas où je les ai achetés, mais c'est perdu. Ça il faut demander beaucoup plus d'informations. OK. Il y a aussi, l'assuré est troublé à l'idée de devoir donner une déposition sous serment. Je vais en venir avant la fin de l'exposé. Ici au Québec, quand une réclamation semble frauduleuse, les compagnies d'assurance, ce qu'ils font, ils demandent de faire une déclaration statutaire. Donc, déclaration sous serment. Ils demandent ça. Quand ils voient que la déclaration est vraiment, que la réclamation semble douteuse, ils demandent à l'assuré de venir à leur bureau, de rencontrer les avocats du contentieux de la compagnie d'assurance pour faire ce qu'on appelle une déclaration statutaire, c'est-à-dire une déclaration sous serment. Si l'assuré ne veut pas, ça veut dire qu'il n'est pas de bonne foi. Donc, si l'assuré nous dit, si on dit, va à la police de la Médina, fais une déclaration, exemple, comme quoi on t'a volé. S'il ne veut pas, non, ça ne marche pas. Parce que il ne veut pas que les policiers, je ne sais pas, le reconnaissent. Peut-être que c'est un gars qui est impliqué là dans des choses pas recommandables. Il ne veut pas que les policiers l'arrêtent, il ne veut pas que les policiers le reconnaissent, ou bien il ne veut pas avoir son nom à la police. Mais donc, si tu dis que tu as une réclamation, tu dois faire, avec des biens aussi coûteux, tu dois faire une déclaration sous serment. Parce qu'on ne peut pas payer 1 million à votre réclamation si on n'a pas une déclaration sous serment. Donc, s'il ne veut pas, ça veut dire qu'il n'est pas de bonne foi. L'assuré ne peut finir de relever de carte de crédit ou de banque pour des achats de biens coûteux qui auraient fait. Ça, on a. Donc, aussi, quand il ne veut pas donner de relevé, parce que ça aussi, ça fait partie de l'enquête, nous, on demande toujours de relevé de banque, relevé d'achat, toujours. Donc, il ne veut pas donner de relevé. Il vous dit que non, je n'ai pas accès à mon dossier de banque ou je ne suis pas inscrit sur mon dossier Internet de banque. Non. On a besoin de ton relevé bancaire, de carte de crédit et de carte d'achat. Parce qu'on veut savoir les achats que tu as fait récemment. C'est ça. On veut savoir que est-ce que tu es bien là, tu as acheté récemment. La carte de crédit ou si tu as payé par Interact à la banque, on peut savoir. Si tu as payé par carte de crédit, on peut voir. Donc, si tu ne veux pas donner relevé, ça veut dire que tu ne veux pas collaborer. Et si tu ne veux pas collaborer, ça veut dire que ta réclamation ne pourra pas être traitée. OK. L'assuré fournit des reçus ou des factures d'un même fournisseur dont les numéros se suivent dans l'ordre. Ouais. Quand par exemple, je ne sais pas moi, je vais au champ, j'achète beaucoup de choses, de biens alimentaires, et là, donc, dans l'incendie, je les ai perdus. Et puis là, on voit que les numéros se suivent, que ce n'est pas cohérent, là, la liste que tu as fait, ce n'est pas cohérent. Tu mets quelque chose, A, après 1, et puis 5 dixièmes, tu mets autre chose, 13, tu mets autre chose, ce n'est pas cohérent. Donc, ça aussi, c'est assez suspect. Typographique. Deux reçus différents de la même écriture apparaissent dans les deux. OK. Un reçu sur lequel on voit plus d'écriture ou des écritures typographiques qui ne sont pas semblables. OK. Là, ça moi, je ne sais pas. Par exemple, ici, il dit la fournit deux reçus différents et la même écriture apparaît sur les deux. Où ils sont écrits en caractère typographique. Ça, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? De toute façon, ce n'est pas pertinent. Là, c'est fournit des reçus de crédit qui sont incorrects ou qui n'ont pas de code d'autorisation. OK. Là, c'est fournit des reçus de carte de crédit qui sont incorrects ou qui n'ont pas de code d'autorisation. Je n'ai pas de carte de crédit du Sénégal, mais j'ai les cartes de crédit ici. Il y a un code d'autorisation donc sur la carte de crédit. Je ne sais pas si au Sénégal, c'est comme ça ou pas. Donc, s'il n'y a pas de code d'autorisation, la carte de crédit, les reçus de la carte de crédit ne peuvent pas être authentifiés. Ils ne sont pas recevables parce qu'il faut un code d'autorisation
sur les cartes de crédit, absolument. S'il n'y en a pas, donc ça veut dire qu'il y a un problème. OK, là, au niveau des, on va regarder les indices de fraude liés à un incendie. Donc là, on va les voir plus en détail. Les indices d'incendie criminel, c'est quoi? Lorsqu'il y a incendie, certains indices paraissent évidents aux yeux du personnel du service d'incendie ou des policiers qui se trouvent sur les lieux. Il y a les indices d'incendie criminel et les indices de fraude liés à un incendie. Il faut bien saisir la différence entre ces deux types d'incendie. On va d'abord voir les indices d'incendie criminel avant de voir les indices de fraude liés à un incendie. Comme on a dit, donc, incendie criminel, ça c'est une négation de couverture ici. Quand par exemple, on se rend sur les incendies, on voit des liquides inflammables, une bouteille d'essence. Ça, c'est assez suspect. Pourquoi il y a un incendie? Ça, surtout en assurance commerciale, parce qu'il y a aussi des entreprises aussi qui font de la fraude aussi. Hein. Les entreprises aussi, ce n'est pas seulement les particuliers. Des fois aussi, c'est les entreprises. J'ai mon entreprise de chaussures au marché Colobane. Ça ne marche pas depuis quelques moments. J'ai assuré au niveau de AXA Sénégal. Je vais créer un incendie pour qu'ils me paient. Et puis là, je fais une boutique parce que mon business ne marche pas. Donc, ça, c'est des choses. Et si on voit un liquide sur les lieux de mon magasin de chaussures à Colobane, ça, c'est suspect. Donc, s'il y a un liquide présent de liquide inflammable, suspect. Des traces d'entrée par effraction autres que celles des pompiers et des policiers. OK. On vient dans le magasin de... La personne a une entreprise d'informatique. On vient dans ce magasin. On voit que les traces d'infraction, là, ce n'est pas fait par les pompiers ou les policiers. C'est fait par une autre personne. Mais généralement, ce qu'on fait ici, c'est que quand il y a un incendie, les policiers, avant, ne touchent pas, ils vont d'abord prendre des empreintes. J'imagine au Sénégal aussi, c'est la même chose. Ils prennent des empreintes. Donc, ça, c'est obligatoire pour voir c'est qui a ouvert la porte. Ça, c'est des choses qu'ils regardent. Des marques prouvant que l'on a saboté le système électrique ou du gaz. Donc, quand on voit que le système électrique est saboté, pour ce qui est des réclamations en incendie, et ça, généralement, quand on fait une enquête, on doit regarder. Moi, je le fais. Moi, quand il y a un incendie, j'envoie toujours un électricien pour voir le système électrique. Est-ce qu'il a été saboté? Si tel est le cas, c'est un indice que... parce que le système électrique est relié au système, normalement, au système d'alarme, normalement. Donc, ou bien au système de, je sais pas moi, alarme bouche d'incendie. Je sais pas, pardon, ici, chez moi, il y a un alarme incendie qui est relié. Donc, quand il y a un incendie, immédiatement, ça sort de l'eau. Donc, si le système électrique ne marche pas, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, ce qu'on regarde dans des cas d'incendie criminel, on regarde est-ce que le système électrique a été saboté. Très important. OK, des fenêtres ouvertes et des trous dans les murs et les plafonds sont l'indication qu'il y a eu un courant d'air avant l'incendie. Donc, quand nous les portes et les fenêtres et on crée un incendie, ça veut dire que c'est fait volontairement. Parce qu'un incendie, là, ça veut dire qu'il y a eu préparation de l'acte criminel. Donc, on ouvre les portes, on ouvre les fenêtres, peut-être pour voir la boucane qui sort. Et il y a un incendie pour voir qu'il y a un incendie. C'est pas normal, parce que normalement, écoute, je ne sais pas moi à quelle heure a eu l'incendie, mais normalement, ouvrir les fenêtres, ouvrir les plafonds, tu ouvres le plafond, les trous dans les murs. Pourquoi tu fais un trou dans le mur? Pourquoi tu ouvres le plafond? Ça, c'est des signes qu'il y a eu un courant d'air avant l'incendie. Des témoins rapportent que des flammes se sont propagées très rapidement et les pompiers signalent une combustion vive, la difficulté à maîtriser l'incendie. Très, très rapidement. Si, par exemple, parce que ça aussi fait partie des enquêtes, moi je le fais quand il y a un incendie criminel, je vais aller voir les voisins et puis je vais aussi demander aux policiers, aux pompiers, est-ce qu'il y a eu des témoins? Si oui, je prends le numéro de téléphone des témoins et puis je les appelle. Je vais aussi aller voir les voisins. Est-ce que vous étiez là quand ça a commencé? Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que les flammes étaient vives? Est-ce que l'incendie, la fumée était très noire ou très claire? Ça, c'est des éléments que je regarde aussi avec les voisins, s'il y a où les témoins. Donc, ça, c'est des choses. Et aussi, si les pompiers disent aussi que la combustion était vive,
c'est-à-dire que ça a brûlé très rapidement, parce que vous savez, souvent, les gens ils utilisent ce qu'on appelle les accélérants. Accélérant, comme on dit, le mot veut tout dire. Accélérant veut dire accélérer. Et pour ce qui est des incendies, souvent, les gens utilisent des produits accélérants, ce qui fait que ça brûle en une fraction de seconde là. Bang, ça brûle rapidement. Donc, ça aussi, c'est des indications d'incendie criminel. OK, des fragments. OK, des preuves de température anormalement élevées, la présence de métal fondu ou des fragments de béton. OK, par exemple, je sais pas moi, le plomb qui fond, ou bien on a la preuve que la température est très, très chaude dans l'appartement ou dans la maison. Ça veut dire que comme le point auparavant, précédent, ça veut dire que vraiment, là, il y a une préparation, là, parce que ça a brûlé, ça a même brûlé le métal. Ça veut dire que vraiment, là, il y a quelque chose qui a été utilisé. Donc, là où aller dans le point incendie de fraude lié à un incendie. Incendie de fraude lié à un incendie. Donc, ça, c'est les indices de fraude. Là, on a vu indice d'incendie. Là, on voit l'indice de fraude. Du contenu, exemple, du contenu significatif a été enlevé avant l'incendie. OK. Monsieur Bakary Dramé, habitant dans le quartier, exemple, de Fass, a eu un incendie. Le régler en sinistre se rend sur les lieux. Il constate que il n'y a pas la télévision, il n'y a pas les meubles, la chambre à coucher n'est pas là, la cuisine n'est pas là, il a eu le temps d'enlever le tapis. Ça veut dire qu'il a enlevé du contenu avant l'incendie. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont protéger. Donc, ça, c'est suspect. Parce qu'un incendie, là, ça doit être soudain, accidentel. Mais un incendie qui est préparé, ça veut dire qu'on a affaire à une fraude. Donc, l'assuré qui donc déplace du contenu avant l'incendie, c'est un signal de fraude. L'édifice où son contenu était à vendre au moment de la perte. Et donc, ouais. Quand, par exemple, une compagnie immobilière, comme j'ai dit tantôt, la fraude, là, ce n'est pas seulement les assurés, hein, les particuliers, ça peut aussi être des entreprises. Une compagnie immobilière veut vendre le bâtiment. Il y en a qui créent des incendies parce que, par exemple, le bâtiment, là, s'il le vend, il va avoir, exemple, il va vendre à 2 millions, 3 millions. Je donne un exemple, hein. C'est factuel, ce n'est pas un exemple réel. L'immeuble se trouve dans le quartier Liberté 6. Et bon, s'il le vend, il peut le vendre à 10 millions. Mais quand il a fait l'évaluation foncière, il voit qu'il peut le vendre, à 50 millions. Mais là, il dit, écoute, le coût de remplacement sur son contrat d'assurance, exemple, c'est 50 millions en cas de perte totale. Donc, si l'immeuble était à vendre, il y a un incendie, vérifiez le dossier de crédit des propriétaires de l'immeuble avant l'incendie. Parce que des fois, ça peut vous pouvez avoir des surprises. La propriété nécessite des rénovations importantes afin de satisfaire aux règlements municipaux. Bon, au Sénégal, peut-être c'est un peu plus difficile, mais au Québec, ici, souvent, les municipalités, ils sortent des normes pour dire que maintenant, le bâtiment doit être comme ça. La hauteur du building, c'est comme ça. Si vous voulez faire des rénovations, c'est ça que vous devez faire. Vous devez faire telle chose. Mais si le propriétaire de l'immeuble ou de la maison voit que ça coûte trop cher, des fois, il dit, écoute, moi, là, je vais créer un incendie. Comme ça, quand mon assureur va me payer, il va payer en même temps, exemple, il va payer en même temps de façon à ce que je puisse me conformer aux normes municipales. Moi, j'ai eu un exemple comme ça, un dossier concret, où un assuré qui a un chalet au Canada, c'est les maisons de campagne. Donc, le gars a simulé un incendie. Et là, donc, moi, je me suis rendu sur le lieu, j'ai pris des photos, j'ai posé des questions. Et là, je me suis rendu compte que le règlement municipal dit que, dorénavant, les revêtements ne doivent pas être en vinyle. Non, il doit être en zinc, il doit être en vinyle. Vinyle, c'est un produit, bon, il n'y en a pas au Sénégal, mais ici, il y en a. Donc, le revêtement doit être changé. Mais le gars, puisqu'il ne veut pas payer, il a simulé un incendie. Donc, pour que son assurance puisse payer la remise aux normes municipales. Donc, autrement dit, il veut que l'assureur paie la part
afin qu'il puisse se conformer aux normes municipales. Donc, il a simulé un incendie. Donc, moi, j'ai appelé à la municipalité et tout. Donc, j'ai vérifié le dossier de crédit et tout. J'ai envoyé un spécialiste en incendie. Lui, il a déterminé que l'incendie était d'origine suspecte, criminelle même. Il dit que c'était un incendie volontaire. Donc, déjà là, et ensuite, je me suis rendu compte que, là, effectivement, la municipalité avait demandé aux gens, en cas d'incendie ou en cas de rénovation, il faut maintenant changer le revêtement, obligatoirement. Donc, le gars, il voulait que l'assuré paie. Mais la demande la réclamation a été rejetée parce qu'on a pu déterminer que l'incendie était volontaire. Donc, ça, il faut faire attention à ça. L'absence d'articles personnels, photos de souvenirs, outils de travail. Ça c'est un point important. Exemple, il y a un incendie. D'habitude, comme au Sénégal, écoute, les photos de famille sont souvent accrochées au mur, les diplômes sont accrochés au mur, mais par exemple, ou bien les outils de travail. Le gars, je donne un exemple, je ne dis pas que c'est ça. Le gars, il est électricien, il a beaucoup d'outils, mais là, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de photos sur le mur. Au Sénégal, ce n'est pas normal. Il y a tout le temps des photos sur le mur au Sénégal. Tout le temps, des photos de famille, photos de grand-mère, grand-père. Donc, vous voyez que les photos ont été enlevées. Vous voyez aussi que le gars est électricien, mais les outils ne sont pas touchés par l'incendie. Ça peut être suspect. Donc, il a eu le temps il a enlevé des choses. Il a enlevé des choses avant de créer l'incendie. Donc, ça peut être très suspect. Au niveau de OK, la prudence est trop à la portée des mains, des amontages. Okay. Ça, tantôt, je l'ai dit. Donc, c'est le système d'alarme qui a été désamorcé. Le système d'instincteur aussi, automatique, instincteur aussi, qui a été désamorcé aussi. Ça aussi, ce n'est pas normal. OK. Quand, par exemple, aussi, il y a la présence d'un trop nombre d'articles qui ne devraient pas se trouver à cet endroit. Exemple, je sais pas, le gars, c'est un gars qui fait beaucoup de récupération. Il récupère toutes les choses, il met quelque part dans une chambre chez lui. Ça, c'est pas normal. Quand il y a trop d'articles dans une chambre, c'est pas normal. Donc, ça aussi, il faudra être vigilant. Parce que s'il y a trop d'articles, ça veut dire que l'assureur va payer plus parce qu'il y a trop d'articles. La liste, là, elle va être une liste assez grande. Donc, ça, il faut regarder ça. Qu'il y a trop d'articles à un endroit, là, et que le gars fait une réclamation pour un incendie, soyez vigilants. OK, un incendie criminel sans aucune indication d'entrée par infraction. Attendez. Ouais, OK, c'est ça. Un incendie criminel sans aucune indication d'entrée par infraction. Ouais, parce que on dit pas incendie criminel et puis on voit qu'il n'y a pas d'entrée par infraction. Ça veut dire comment ça peut avoir lieu? Comment il n'y a pas d'entrée. Incendie, généralement, c'est quand il y a vraiment quelqu'un qui vient, qui fait des choses et puis qui sort, ou la porte est ouverte, mais il n'y a pas d'entrée par infraction dans une maison et puis on dit qu'il y a un incendie. C'est suspect. Peut-être c'est lui qui l'a causé, il a oublié quelque chose sur la cuisinière, ça crée un incendie et donc là, c'est une négligence. Donc, ce n'est pas un incendie criminel. Absence d'animaux domestiques au moment de l'incendie. Absence des animaux domestiques au moment de l'incendie. Je sais que, bon, je ne sais pas au Sénégal si maintenant les gens ont beaucoup d'animaux domestiques. Je sais que ça a commencé, mais ici au Québec, parce que dans toutes les maisons, je vous dis à 90%, les gens ont des animaux domestiques. Donc, des chiens, des chats. S'il y a un incendie et que les animaux n'étaient pas là, c'est le chat ou le chien, au Sénégal aussi, si vous avez aussi quelqu'un aussi, je ne sais pas moi, qui a des animaux aussi de compagnie, un chien, un chat, et puis là, vous voyez qu'il y a un incendie et puis les animaux n'étaient pas là, ça aussi, ça peut être assez problématique. Il faudra être vigilant à ce niveau. OK. Plusieurs créanciers hypothécaires ou d'autres créanciers détiennent des droits sur les biens meubles ou sur les liens assurés. Ouais. Par exemple, s'il y a plusieurs créanciers hypothécaires, donc la maison, il y a une hypothèque sur les maisons, où l'assuré est très endetté, c'est sûr que le goût de faire un incendie pour pouvoir au moins se récupérer de l'argent est très tentant. Donc, faites attention à ça. Donc, la présence de plusieurs créanciers hypothécaires, ça peut être une banque, ça peut être une agence de crédit, c'est ça, ou bien la personne doit de l'argent à plusieurs personnes, il est endetté, il ne sait pas quoi faire, il va simuler un incendie pour pouvoir au moins
pour ses biens personnels, un peu d'argent. Il y en a qui font ça. OK. Le bâtiment est en mauvaise condition ou situé dans un quartier détérioré. Donc, si vous avez un incendie dans un quartier malfamé à Dakar, ou bien le bâtiment est très, ou bien vous vous rendez sur le lieu, vous voyez que le bâtiment est très vraiment en mauvais état. Ça aussi, c'est des choses d'indices. Et puis, on déclare qu'il y a un incendie, un bâtiment qui est en mauvais état, dans un quartier vraiment pas recommandable, et puis il y a un incendie. C'est assez douteux. L'enquête laisse penser. OK, quand l'enquête laisse penser que la propriété et le contenu étaient trop assurés. C'est comme tantôt, il y en a qui font ce qu'on appelle la surassurance, c'est-à-dire l'évaluation excessive des biens. Donc, quand on voyait que la personne avait vraiment surévalué ses biens, et puis là, il y a un incendie, soyez vigilants. Parce que moi, j'ai eu des cas comme ça. L'enquête révèle l'absence de débit d'objets de valeur, par exemple, des bijoux de... OK. Ouais. OK, l'enquête révèle l'absence. OK, c'est comme tantôt, des gens prennent des mesures pour sortir de la maison, tout ce qui est bien de valeur, armes à feu, pièces de monnaie, ça là, et puis là, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de biens de valeur dans la maison. Bon, c'est sûr que il faut pas aussi, il faudra être très aussi, faudra être très, faire attention aussi, pas parce qu'on n'a pas des valeurs on n'a pas des objets de valeur dans la maison, qu'on n'a pas aussi de l'argent qu'il y a un incendie suspect aussi. Mais en tout cas, au Canada, ici, ça, c'est un exemple canadien. Donc, on dit que s'il y a vraiment absence d'objets de valeur, d'armes à feu, de bijoux, de collection, on doit être vigilant. Donc, ça, c'est le point. Donc, on a fini les indices de fraude liés à un incendie. Là, on va aller voir les indices de fraude à la suite d'un vol. Ça, il y en a beaucoup, malheureusement aussi. Des cas de vol, là, ici au Canada, il y en a beaucoup maintenant, de plus en plus. Là. Comment les reconnaître? Le premier point, ils sont des biens volés, par exemple. OK. S'il n'y a pas de preuve physique de l'existence des biens volés, par exemple, des marques sur le tapis ou de la poussière, donc ça, ça, il faudra être très vigilant. Par exemple, le tapis, je ne sais pas moi, le voleur, peut-être, c'était en hiver. Bon, si quand on rentre dans la maison, tu dois laisser des traces sur le tapis ou dans la maison. Il n'y a pas de traces de pas. Ça aussi, il faudra faire attention aussi. Il n'y a pas de, comme j'ai dit tantôt aussi, il n'y a pas de preuve physique d'existence de biens. Normalement, je ne sais pas moi, le fauteuil doit être de ce côté. Le fauteuil doit être normalement, on doit mettre un fauteuil ici, mais on ne voit pas de fauteuil, on voit pas de présence physique de fauteuil. Alors qu'on voit qu'ici, il y avait un fauteuil là, parce qu'il y a de la poussière sur le tapis, sous le sol, mais on ne voit pas de fauteuil. Le fauteuil. Donc ça, c'est assez nébuleux. N'a pas fonctionné. OK. La sonnerie du système d'alarme. Bon, comme un incendie, c'est presque les mêmes choses qu'on va voir dans le vol. Le système d'alarme n'a pas fonctionné ou les articles manquants ne se trouvaient pas dans la partie protégée par le système d'alarme. OK. Souvent ici, au Canada, les gens, ils ont deux formes de système d'alarme. Il y a une alarme pour les maisons et une alarme pour une chambre où on met des objets de valeur. Donc, ça, c'est très important. Donc, alarme pour la maison, une autre alarme où on met des objets de valeur. Donc, si l'alarme pour la maison est désactivée, et que si l'alarme pour la chambre où se trouvent les objets de valeur n'est pas activée, ça aussi, c'est très suspect. Parce que normalement, cette alarme, le système d'alarme, il doit être il doit être en vigueur aussi. Il doit être je vais avoir un blanc de mémoire. Actif. Il doit être actif, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Il doit être actif. Donc, s'il n'est pas actif,
alors qu'il était il était dans ces chambres-là, surtout des choses de valeur, et qu'on déclare un vol, mais pourquoi ça n'a pas été activé? Est-ce que quelqu'un l'a désactivé? Donc, vérifiez cette portion. OK, quand on vous dit que le sinistre comprend le vol de tout le contenu, écoute, ici, au Canada, ici, les maisons, il y a tellement de biens. Si un assuré vous dit, un assuré appelle, il dit écoute, on m'a envoyé tout mon contenu dans la maison, on ne peut pas transporter tous les biens là. Seulement les gens vont voir, quand les gens sortent des fauteuils, sortent des télévisions, sortent des tapis, chambre à coucher, frigidaire, cuisinière, micro-ondes, mais quelqu'un doit aller voir. On ne peut pas tout perdre là. Ce n'est pas possible. Donc, quand quelqu'un vous dit que j'ai tout perdu, à moins que ce soit un incendie, mais un vol seulement, on a tout perdu, ça c'est très suspect. Parce que quand le gars dit j'ai tout perdu, ça veut dire qu'il s'attend à ce qu'on lui ramasse le tout. OK. Il n'y a pas d'indication d'entrée par effraction et l'assuré possède le seul jeu de clé. Ouais. Il y a eu un vol, il n'y a pas d'entrée par effraction, il y a une seule clé, c'est l'assuré qui l'a. Donc, il y a eu le vol. Pas d'entrée par effraction. Par où il est rentré le voleur? Parce qu'il n'y a pas d'entrée par effraction. La fenêtre n'a pas été brisée. La porte n'a pas été brisée aussi. Et c'est l'assuré seulement qui a les clés. Donc, quand on fait une enquête, quand c'est des vols, on demande à l'assuré qui a les clés. À qui vous devez donner? Est-ce qu'il y a une personne autre que vous a les clés? Moi, c'est une question que je pose toujours. Est-ce qu'une personne autre que vous a les clés? Ça permet de voir. Si vous me dites que c'est moi seulement qui a les clés, mais donc, par où est rentré le voleur? Sinon, est-ce que tu lui as donné la clé pour qu'il rentre? Parce que souvent, c'est ça aussi. Donc, on donne la clé à une personne qui rentre et puis qui simule un vol. OK. Le lieu d'entrée des cambrioleurs n'est pas plausible. C'est quand, par exemple, on vous dit que moi j'habite au 3e étage d'un immeuble, mais le voleur n'est pas rentré par la porte. Il est monté par les balcons 1, 2, 3 pour aller voler. C'est pas logique. Donc, parce que ça veut dire que l'entrée des cambrioleurs n'est pas plausible, n'est pas acceptable. Il ne peut pas monter. Toi, tu es au 3e étage, il monte au 1er étage, comme ça, au 2e étage encore, 3e étage, et puis là, il va voler. Ça, c'est pas plausible. Mais même si au Sénégal, on voit, par exemple, des maisons en briques où les gens peuvent s'accrocher pour monter, mais quand c'est balcon en verre, c'est difficile de monter jusqu'au 3e étage là. C'est pas plausible. Donc, quand on vous dit que poser une question à l'assuré, par où est rentré le cambrioleur? Il dit il a monté par les balcons. Il est passé par le balcon 1, appartement 2, appartement 3. Ça, c'est pas plausible. OK. Quand l'assuré aussi est réticent à fournir une liste complète des articles volés, donc si l'assuré ne veut pas vous donner une liste des articles volés, ça c'est suspect. Parce que normalement, le fardeau de la preuve revient à l'assuré. Et tu dois être de bonne foi en déclarant tous les biens perdus. Donc, s'il ne veut pas le faire, c'est une liste de fraude. OK. Les pertes sont discutables. L'assuré vous dit que ouais, j'avais une chaîne stéréo maison, mais on l'a volée dans ma voiture. Ou bien j'avais un manteau de fourrure, mais on l'a volé à Hawaï. Hawaï, c'est aux États-Unis. Donc, si l'assuré me dit par exemple, écoute, j'avais une chaîne stéréo maison que j'ai laissée dans la voiture. Chaîne stéréo, tu laisses dans ta voiture. C'est suspect. J'ai acheté un manteau de fourrure à Hawaï. Hawaï, c'est très loin. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais sauf que j'ai acheté ça à telle place, mais il n'y a pas de preuve d'achat, il n'y a pas de preuve de relevé de crédit, il n'y a pas de preuve de paiement. Ensuite, on ne laisse pas une chaîne stéréo dans une voiture. Ce n'est pas logique. OK. Les pertes
comprennent plusieurs souvenirs de famille. Les souvenirs de famille, ouais, ça c'est pas des choses qu'on peut quantifier. C'est pas des choses qui ont une valeur monétaire. Par exemple, une photo de ma grand-mère, je sais pas moi, une bague de fiançailles de mon grand-père ou de ma grand-mère, une photo de famille, de ma famille, de mon arrière-grand-mère. Ça, c'est des choses que c'est des choses c'est difficile d'avoir une estimation réelle du coût de remplacement de ces biens. Donc, ce qu'on fait généralement, on fait une offre de règlement. Si la réclamation nous semble plausible, acceptable, on fait offre de règlement. Mais ça, ce n'est pas des choses qu'on peut dire que c'est frauduleux. C'est sûr que c'est des choses de famille, il y a un côté sentimental qui intervient, mais c'est ça. Donc, ça c'est des choses qu'on doit regarder au cas par cas. OK. Quand, par exemple, aucun rapport de police n'a été rédigé, alors que la police aurait dû être normalement enquêtée. Ça, c'est un problème. Comme j'ai dit tantôt, quand il y a un vol au Canada, au Québec, on appelle la police qui fait un rapport de police. Et nous, experts en sinistre, on a accès à ce rapport. C'est pour voir qu'est-ce que les policiers ont écrit dans le rapport. Parce que les policiers, quand il y a un vol, ils se rendent sur les lieux, ils parlent à l'assuré. OK, comment ça s'est passé, quand c'est arrivé, qui était là, qui tu penses qui a fait le vol, est-ce que tout était bien fermé, est-ce qu'il y a-t-il des biens de vol que tu as perdu dans le vol, est-ce que, par exemple, tu penses que telle personne aurait pu faire le vol? Tout ça, est-ce que, et là, en même temps, quand il rencontre l'assuré, il regarde aussi comment l'assuré réagit. Il dit que l'assuré était nerveux. Donc ça, tantôt on va le voir, l'indice corporel. Ça aussi, c'est un élément très important. Il vous dit que l'assuré était nerveux, il était stressé, ses paroles n'étaient pas cohérentes, l'assuré parlait de façon désordonnée. Donc, c'est pour ça que si l'assuré ne déclare pas ça à la police, le vol, la réclamation ne peut pas être acceptée. On rejette la réclamation. Au Québec, ici, il y a un vol, si tu fais une réclamation, il faut un rapport de police. Il n'y a pas de rapport de police, la réclamation est rejetée. Donc, ça, c'est automatique. Parce que, justement, le rapport de police peut nous aider, nous, comme experts en sinistre, dans notre enquête, à avoir des éléments de réponse que l'assuré a refusé de nous dire. Donc, on peut le lire. Donc, ça, c'est un point important. Et là, la dernière partie pour ce chapitre, c'est les indices corporels. Ça aussi, c'est un élément, bon, ça, c'est des éléments psychologiques. J'ai eu un cas, personnellement, où il y a un assuré qui, parce que l'assuré dit que sa maison au sous-sol a subi un dégât d'eau. Donc, l'eau est volée en haut et puis la douche en haut et puis est tombée et donc a traversé le plafond et a inondé le sous-sol. Vous savez qu'au Canada, ici, toutes les maisons ont des sous-sols. Au Sénégal, même, ça a commencé maintenant. Donc, il dit que le sous-sol est inondé. OK, moi, je me rends sur les lieux. Déjà, quand je suis arrivé là, tout était tellement propre. Moi, j'ai dit, comment s'il y a un dégât d'eau? Parce que nous aussi, le flair, c'est important. J'ai dit que tout est bien arrangé, pas de traces, rien de traces. En plus, je vois tout est bien arrangé, propre. J'ai dit, comment ça y a un dégât d'eau? J'ai dit, OK. Et puis là, l'assuré me dit, vous avez vu la cuisinière qui est là? Il dit que le dégât d'eau l'a détruit. J'ai dit, ah oui? J'ai dit, OK. Il dit qu'il ne marche plus. Bon, il a débranché. J'ai dit, OK. J'ai dit, mais, OK, d'accord. Mais par contre, pour l'électroménager, votre assureur exige que la cuisinière soit expertisée par un spécialiste en électroménager. Dès que j'ai dit ça, pour dire un indice corporel, je vois que l'assuré, il était rouge. Il était nerveux, je le voyais. Il dit, mais comment ça, il faut que quelqu'un vienne vérifier la cuisinière? J'ai dit, oui, c'est parce que selon les normes en assurance, la première étape, c'est la réparation. Si la réparation ne peut pas être effectuée, on passe à l'autre étape qui est le remplacement du bien. Mais là, il faut d'abord voir, est-ce qu'il marche ou non? S'il ne marche pas, on va vous le remplacer. Mais s'il marche, si on peut le réparer, on va le réparer. Il m'a dit non, je n'accepte pas ça. Et puis là, je vois, il ne voulait plus me parler. Il était nerveux, il n'osait même pas me regarder. Donc, j'ai dit, OK, pas de problème. Et puis moi, une fois que je suis rentré au bureau, j'ai fait mon rapport à l'assureur pour dire que la cuisinière, selon moi, n'a pas subi de dommages. En plus, les lieux que j'ai visités ne me semblent pas être des lieux qui ont fait face à un sinistre récent parce que tout était propre, bien rangé.
Et donc, en plus, l'assuré ne veut pas qu'on vérifie sa cuisinière, est-ce qu'elle fonctionne ou pas. Donc, quand je fais mon rapport, je pense que sa réclamation a été rejetée parce que le gars ne voulait pas collaborer. Moi, je pense qu'il voulait changer sa cuisinière et là, il voulait créer un faux sinistre. Il voulait changer sa cuisinière. Et là, quand j'ai dit qu'on va devoir le voir, est-ce qu'on peut le réparer, il est devenu rouge et puis il ne voulait pas me regarder dans les yeux. Ça, c'est des indices de fraude. Donc, pour parler des indices corporels, voilà, c'est ça. Première chose qu'il faut regarder, c'est les yeux. Quand vous rencontrez un assuré, regardez les yeux à yeux. Ne regardez pas, parlez-lui en face. Parce que contact visuel, parce que si vous voyez que l'assuré vous évite, ne veut pas vous regarder, il dit, ah ouais, effectivement, j'ai subi un incendie hier, mais il ne veut pas vous regarder, il regarde par terre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. OK. Quand, par exemple, l'assuré vous regarde et puis il fait comme ça, il fait un geste, il fait comme ça, il veut voir, selon ce qui est écrit ici, est-ce que vous le croyez? Il vous dit quelque chose, là, il vous regarde pour voir votre réaction. Oui, effectivement, il y a eu un vol chez moi, c'est arrivé hier, là, il vous regarde. Il veut voir, est-ce que vous le croyez ou pas? Et puis, il dit, oui, il y a eu infraction, moi, je n'étais pas là, c'est la police qui m'a appelé. Il vous regarde, il veut voir, est-ce que vous le croyez ou pas? Donc, quand il vous regarde, il vous regarde comme ça subitement, il veut voir, est-ce que vous le croyez ou pas? Quand l'assuré aussi vous regarde du coin de l'œil, ça veut dire, je ne sais pas comment le faire là, vous lui parlez, il regarde du coin de l'œil, il est méfiant, il est incertain, il se méfie de vous. Il vous regarde du coin de l'œil, ça veut dire qu'il se méfie de vous. Quand l'assuré aussi fait comme ça, son coude, il fait comme ça, il parle avec vous, mais il fait comme ça là, ça veut dire qu'il est stressé. Le coude là qui est sur une table là, ça c'est des signes de stress. Ben, est-ce que le stress est lié au sinistre? Parce que ça aussi, tantôt, je vais vous en parler. Est-ce que le stress est lié au sinistre? Ça peut être ça aussi. Hein? Donc, il faut regarder au cas par cas aussi. OK. Quand la série fait comme ça, là, c'est un signe de défense. Je me défends. Vous dites, mais avez-vous des preuves d'achat de la télévision? Non, je ne l'ai pas. Avez-vous une preuve de relevé bancaire qui montre que vous avez fait l'achat? Non, je ne l'ai pas. Ça veut dire qu'il est sur la défense, il fait comme ça, il est sur la défensive. Donc, il ne veut pas collaborer. Donc, ça aussi, c'est des indices. Il faudra faire attention. Peut-être que ça n'existe pas la réclamation. OK, la série fait comme ça. Vous parlez à la série fait comme ça, là. La main sur la bouche, il ne veut pas vous parler. Généralement, c'est ça. Il ne veut pas vous, parce que moi, des fois, j'ai rencontré des gens, ils font comme ça, ils parlent comme ça. Ça, c'est comme si je ne veux pas trop parler là. Donc, ça, il faudra être très attention à l'aise. Très, très, très. Et aussi, parce que moi, ce que je fais d'abord, quand je rencontre des assurés pour faire une déclaration, je mets sur une table. Bon, pas loin, peut-être 1 mètre, 2 mètres. Mais si l'assuré est très éloigné, ça veut dire que qu'il n'est pas à l'aise avec vous. Il ne veut pas que vous sentez des choses ou que vous soyez suspect. Il se met loin de vous pour vous parler. Ça, là, c'est une chose qu'il faudra regarder. Très, très important. OK. Taper les pieds. Bah, on dit que quand une personne est stressée, il tape les pieds. OK, ça aussi, il faut regarder ça. La personne tape les pieds. Ça, c'est une chose à regarder. Taper les pieds. Les sueurs. Bon, au Sénégal, il fait chaud. Mais quand vous rencontrez une personne qui fait une réclamation pour un vol, un incendie ou la perte de son véhicule et que vous voyez le gars est très en sueur, ça veut dire que la personne est très, très stressée. Il veut voir, est-ce que vous allez le croire? Est-ce que sa réclamation va passer? Il se pose des questions dans sa tête. Il est en sueur. Il n'est pas bien. Il veut voir, est-ce que vous allez le croire? Est-ce que sa réclamation va avancer? Est-ce qu'il va être indemnisé pour la perte? Donc, ça, c'est des choses qu'il faut regarder. Parce qu'on parle aussi du pool, mais on ne peut pas prendre le pool d'une personne quand on est devant un assuré. Parce qu'un pool qui bat fort, sûrement on peut le voir, mais on ne peut pas prendre son pool ou mettre nos mains sur son cœur. Ça ne se fait pas.
Mais on dit qu'un poule qui est fort, qui bat fort, ça veut dire que le gars est très stressé aussi par rapport à sa demande de réclamation. OK, la bouche. Une bouche qui est sèche, vous parlez en assuré, vous voyez que la bouche est sèche. Vous voyez aussi sa voix est empreinte de nervosité. Donc, bouche sèche et une voix qui est empreinte de nervosité. Ça, là, ça, c'est un indicatif de stress. Ça, même dans la vie normale, là, quand on parle à quelqu'un, la bouche est sèche et que vous voyez sa voix, il parle, il bégaye, il tremble, vous posez des questions sur les circonstances du sinistre, du vol qui a eu chez lui, la bouche est sèche. Vous voyez aussi qu'il bégaye, il est nerveux. Ça, c'est des indices de réclamation frauduleuse. Donc, je pense que c'est ça pour la fraude. Maintenant, qu'est-ce qui est prévu par le Code civil du Québec? Parce que vous savez que, comme j'ai dit tantôt au début, c'est le Code civil du Québec qui réglemente donc, le marché de l'assurance de dommages au Québec. Donc, le Code civil a prévu 2 sanctions qui sont prévues donc aux articles. C'est les articles que j'ai ici. Moi, je les utilise souvent. C'est l'article 2772, alinéa 1. Cet article dit que toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache la dite déclaration. Autrement dit, quand on fait une fausse déclaration concernant un faux sinistre, concernant les circonstances, exemple, ma police d'assurance incendie dit que exclut les dommages d'incendie causés par l'essence, une bouteille d'essence. Mais par contre, il couvre les dommages d'essence causés par un, je sais pas moi, par un court-circuit électrique, exemple. Là, vous faites votre déclaration à l'assureur. Bien que c'est parce que la bouteille d'essence, là, il y a votre enfant qui a joué à l'allumette, pang, il joue et puis là, ça déclare un incendie. Mais là, vous dites que non, l'incendie a été causé par un circuit électrique. Alors que vous savez très, très bien que c'est la bouteille d'essence qui est à l'origine de l'incendie parce que votre enfant est en train de jouer avec l'allumette et pang, là, il cause un incendie. Et donc, donc ce qu'on fait dans des cas comme ça, notre enquête peut déterminer est-ce que c'est le circuit électrique qui est en cause. Si on voit que ce n'est pas le circuit électrique et que donc il y avait odeur d'essence dans la maison, c'est une déclaration mensongère. Donc, la réclamation est irrecevable, rejetée. Donc, ça, c'est prévu par l'article 2472 du Code civil du Québec, alinéa 1. L'autre article aussi qui sanctionne la fraude, c'est l'article 2464. Il dit l'assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure ou par la faute de l'assuré, à moins qu'une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat. Il n'est toutefois jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l'assuré. Donc, je répète, il n'est toutefois jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l'assuré. En cas de pluralité d'assurés, l'obligation de garantie demeure à l'égard des assurés qui n'ont pas commis de faute intentionnelle. Ça, c'est très important. Je ne sais pas, est-ce que en tout cas, le Code des assurances du Sénégal a la même disposition? Ce que ça veut dire, d'abord, vous créez un faux sinistre, comme on a dit au début. On crée un accident automobile parce que ma voiture vraiment a beaucoup de dommages et je roule avec cette voiture là, depuis 20 ans, vraiment, là, j'ai fait tout le temps de réparations. Je conclue un contrat avec une personne, un ami à moi, pour créer un faux sinistre. Si jamais on dit que effectivement c'est une fausse, c'est une faute intentionnelle dans le but de tromper l'assureur, là, la réclamation n'est pas recevable. Mais, donc, faute intentionnelle, on exclut. On crée les conditions d'un faux sinistre, c'est pas recevable. Mais, c'est un point très important. Il est toutefois tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l'assuré. En cas de pluralité d'assurés, l'obligation de garantie demeure à l'égard des assurés qui n'ont pas commis de faute intentionnelle. Exemple, ça c'est très important. Exemple,
J'habite à Liberté 6 avec, je suis étudiant à l'UQAD. J'ai deux colocataires. Chacun a ses biens. On est assuré par AXA en assurance locataire. Là, moi, j'ai dit, écoute, il y a eu un vol. Et là, donc, on a volé mon portable MacBook Pro. Ça coûte 5 millions, alors que le prix est peut-être 1 million. Le vol aussi a volé aussi les biens des locataires. Ils ont perdu soit des habits, une imprimante, un téléphone portable, des choses comme ça. Si, par exemple, moi, je fais mon enquête sur le vol et que du coup que j'ai fait une fausse déclaration ou bien une faute intentionnelle, donc là, l'assuré va seulement me pénaliser moi parce que j'ai exagéré le bien, la valeur du bien. Mais par contre, mes deux colocs, eux, ils ont perdu des biens. L'assureur a l'obligation de les indemniser parce qu'ils n'ont pas participé à la faute intentionnelle. Donc, vous comprenez? Donc, c'est ça la différence. Donc, très important. C'est seulement les personnes qui sont visées, mais pas les personnes qui sont assurées et qui n'ont pas commis de faute. Ça peut être dans une maison aussi. Une maison aussi. Assurance maison. Il y a le frère qui fait une fausse déclaration ou une déclaration mensongère. Si on doit le sanctionner, on ne peut pas sanctionner les autres qui ont subi, les autres membres de la famille qui ont subi des dommages. L'assuré a l'obligation de les indemniser. Les autres membres qui n'ont pas participé à la fraude. Mais la personne qui a fait la fraude, lui, on doit refuser sa réclamation. OK. Ceci dit, avant de finir, il y a ce qu'on appelle aussi les assurés aussi ont réagi, les assureurs ont réagi au Québec. Là, donc, c'est la dernière partie. C'est la réaction des assureurs. Voilà. Ouais. La mise en place de l'unité d'enquête, l'unité spéciale d'enquête au niveau de Intact Assurance. Donc, Intact Assurance, c'est une des plus grandes compagnies d'assurance de dommages au Québec et au Canada. Et ce qu'ils ont fait, vu que, comme j'ai dit tantôt, ça coûte 3 milliards de dollars, 3 milliards canadiens par année. C'est beaucoup d'argent. Donc, ces gens-là, ils ont dit, à un moment là, nous, là, maintenant, on va prendre des mesures. Ils ont mis en place ce qu'on appelle l'unité spéciale d'enquête. C'est une unité-là qui fait des enquêtes approfondies. Ils regardent tous les éléments. Si tu fais, quand ils sont en face d'une fraude, là, surtout au niveau des entreprises là, qui veulent frauder l'assurance pour avoir de l'argent, ils regardent ton bilan financier, ils regardent ton bilan comptable, ils regardent tes affaires, le crédit de ta compagnie. Est-ce que tu es une compagnie qui a un bon dossier de crédit? Ils regardent tout ça. Ils rencontrent aussi les employés, posent des questions. Ils parlent même aussi aux anciens propriétaires si la compagnie a été vendue. Ils regardent aussi sur le marché de la bourse. Est-ce que ta compagnie a eu des difficultés? Ils regardent tout. Donc, ces gens-là, c'est ça le travail, une unité spéciale d'enquête. Ils font aussi ça pour les particuliers aussi. Les gens qui font donc assurance, fausse déclaration, faute intentionnelle, ils posent des questions, comme j'ai dit, très, très approfondies. Donc, ça, c'est Intact Assurance. Il y a aussi une autre compagnie du nom de Beneva. Lui aussi, il a mis en place récemment aussi son service d'enquête aussi, qui fait le même travail que Intact. Vous aussi, même chose. Vous aussi, ils disent qu'ils sont très fatigués, que ça coûte trop cher la fraude en assurance. Ils ont mis en place aussi ce service aussi pour enquêter donc, sur les dommages, les réclamations frauduleuses. Donc, question de... Donc, parce que, comme il dit, il faut prévenir, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, eux aussi, ils sont décidés pas à mettre fin à la fraude, mais au moins à en diminuer son intensité. Donc, c'est ça. Pour conclure, malgré tout ce que je vous ai dit, comme vous pouvez voir, la fraude en nation de dommages est un sujet complexe et très réel. Le problème, c'est que c'est toujours les bons clients qui paient pour les mauvais clients. Parce que nous, quand on est assuré, on paie ça plus normalement, on ne fait pas de fausses déclarations, on ne fait pas de déclarations mensongères, mais à côté, il y en a qui font ça et c'est à nous de payer. Et c'est là où le bas blesse. Et c'est ça qui est dommage. Donc, la fraude en assurance, malheureusement, même si tous les moyens sont mis en œuvre, on ne peut pas l'éradiquer du jour au lendemain. Parce que surtout que maintenant, en plus maintenant, avec les moyens informatiques,
écoute, si les gens les gens ont recours à des réseaux, ont recours à des stratagèmes très, très poussés. Donc, malgré tous les moyens mis en place par les assureurs, la fraude est encore d'actualité. Pour finir, malgré tout ce que je vous ai dit, ça c'est un point important, malgré tout ce que je vous ai dit, le contrat d'assurance est un contrat de bonne foi. C'est pas parce que, exemple, c'est pas parce qu'une personne a signé un contrat aujourd'hui, contrat d'assurance maison, et puis là, demain, il a un incendie chez lui, aux Almadies, ah, il y a fraude. Donc, le maître mot, c'est il faut faire ce qu'on appelle étude de cas par cas. Il faut regarder tous les éléments. Il ne faut pas tout de suite, à cette personne-là, bon, il a désactivé le système d'alarme, il a enlevé ses biens avant l'incendie, il n'y a pas d'effraction, donc c'est un cas frauduleux. Non, il faut encore être très vigilant. Parce que le problème, c'est que des fois, on accuse les gens de fraude. Ces gens-là peuvent nous poursuivre au civil hein, pour diffamation. Donc, il faudra vraiment, malgré tout ce que j'ai dit, qui sont des choses dont vous devez tenir en compte, il faut toujours étudier au cas par cas. Étudier le cas selon le cas. Ne pas conclure rapidement à la fraude. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais que ça a été long, mais je suis à vos dispositions. Si jamais vous avez des questions, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup de votre attention. Alors, merci beaucoup, M. Niang. Donc, ce fut un exposé très instructif et où nous avons eu beaucoup d'informations par rapport à la fraude en assurance. Maintenant, je vais passer la parole à Mme Grace pour modérer les questions-réponses. Mme Grace. Ouais. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, excusez-moi, Monsieur Cissé, je n'ai pas bien compris ce que vous avez demandé. Il y a mon micro qui déconne. Alors, c'est la partie où, pour modérer les questions et les réponses, les questions posées à M. Niang, il y a des questions sur le poste. Il y a une question de M. Steve Ossima. Une question sur de M. Steve Ossima. OK. Alors, il y a M. Steve Ossima qui dit « Bonsoir, monsieur. Au Sénégal et dans la plupart des pays de la zone CILMA, concernant les assurances cumulatives, le code ne prévoit pas la souscription à plusieurs assurances pour un même risque pour les assurances dommages, mais pour les assurances de personnes, si elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit, si elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets sous certaines conditions prévues par le code. Alors, qu'en est-il de la réglementation sur les assurances cumulatives au Canada? Ou encore, est-ce que la réglementation au Canada est radicale concernant cette forme de souscription? Pour ce qui est de l'accumulation de l'assurance accumulative. C'est pour Exactement. Ouais, allez-y. Oui. Parce que je ne saisis pas bien votre question. Vous voulez vous parler de l'assurance cumulative? Est-ce que c'est ça que vous parlez? En fait, il demande ce qu'il en est de la réglementation sur les assurances cumulatives au Canada. Ah, OK. Parce que, comme je l'ai dit, cette assurance cumulative, c'est quand il y a plusieurs assurés qui couvrent un même risque. Et donc, un même risque. C'est ça que je dis. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'assure ma maison au niveau de Intact Assurance. La même maison, je l'assure au niveau de Beneva. La même maison, je l'assure au niveau de Desjardins. Et à la maison, je l'assure au niveau de Bel Air. Donc, il y a 4 assureurs qui assurent le même bien. Donc, ce qui est visé là-dedans, c'est que si j'ai un dommage, je vais essayer de voir est-ce que je peux avoir chez chaque assureur une réparation de mon bien qui est endommagé. C'est pour ça, c'est dans cette perspective-là. Donc, on peut être assuré
pour un bien, ici au Canada, on interdit pour un bien d'être assuré avec les 4 assureurs différents, pour un même bien. Autrement dit, ma maison, c'est un seul assureur. Ma voiture, un seul assureur. Mais pas 2 assureurs, 3 assureurs sur la voiture, 3 assureurs, 4 assureurs sur la maison. Ce n'est pas comme ça au Canada. Est-ce que ça répond à votre question? Je pense qu'effectivement, ça répond à la question qu'il a posée. Alors, Monsieur Niang, tout à l'heure, vous avez mentionné les différents types de fraude en assurance. Vous en avez cité quelques-uns. Mais j'aimerais savoir, concernant les faux sinistres et les sinistres intentionnels, est-ce que ça ne revient pas pratiquement à la même chose? Bah, effectivement, vous avez raison. Vous avez raison. La seule chose, la seule chose, c'est que le faux sinistre, on fait une déclaration. Donc, c'est une déclaration mensongère. Vous comprenez? Alors que le sinistre intentionnel, c'est une faute intentionnelle, comme je l'ai dit. Quand on provoque intentionnellement un incendie chez nous, ou bien on provoque un incendie intentionnellement, on commet une faute. On veut créer les circonstances pour que l'assureur nous indemnise. Mais c'est vrai que c'est des synonymes, à part que faux sinistre, c'est une déclaration, comme j'ai dit tantôt, un Canadien il vend sa voiture aux États-Unis, un Canadien, là, il vient au Canada, il dit que ma voiture a été volée. Parce que là, il a récupéré l'argent aux États-Unis, et là, il veut encore que l'assureur au Québec l'indemnise. Donc, il va avoir droit à deux paiements. Donc, c'est une déclaration frauduleuse qu'il a faite. Alors que pour c'est intentionnel, c'est un acte qu'on pose de façon intentionnelle. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Exactement. Merci, M. Niang. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions. Monsieur Ngom, oui, allez-y. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, bonjour à M. Niang. Donc, l'exposé a été très intéressant. Je ne dirais pas un exposé, mais c'était un cours sur la gestion des sinistres. Et on a vu effectivement donc, toutes les facettes. Donc, je vois qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de questions. C'est parce qu'effectivement, c'est un cours, une leçon que vous avez peut-être déroulée et que c'est très important pour nos étudiants, en fait, qui sont connectés et qui suivent avec passion, en fait, l'exposé. Je pense qu'ils vont encore, en fait, bénéficier donc, de cet exposé parce qu'il est enregistré et au besoin, nous n'hésiterons pas peut-être à vous appeler ou à vous poser des questions, que ce soit par mail ou je ne sais pas, par WhatsApp. Ça dépend en fait de votre disponibilité. Tout à fait. En tout cas, nous, du côté donc du corps plus ou moins administratif, nous vous remercions donc de l'exposé. Ça a été très enrichissant. Allez, merci beaucoup. Okay. En tout cas, le plaisir est pour moi. Comme j'ai dit, si jamais il y a des questions, vous avez mon courriel. Vous pouvez m'envoyer des courriels ou m'appeler. Et c'est sûr que aussi, comme j'ai dit, peut-être il y aura encore d'autres cours, on verra sur le règlement des sinistres. Il y a aussi parce que moi, je suis surtout spécialisé en responsabilité civile. C'est ça mon domaine d'expertise, responsabilité civile professionnelle et générale. Donc, sûrement, de ce côté-là, on pourra faire des choses. Merci beaucoup, M. Ngom. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous passons la parole à Mme la DG. Excusez-moi, j'ai une dernière question. Oui. Monsieur Niang, s'il arrive qu'un assuré est passé par un courtier en assurance, par exemple, il a un courtier en assurance qui le représente, et en cas de fausse déclaration, mais de fausse déclaration, mais de bonne intention en quelque sorte, je ne sais pas comment exprimer ça. En cas de fausse déclaration, mais pas mal intentionnée, quoi. La faute reviendra égale la sanction, en fait. Est-ce que le courtier aura une responsabilité est-ce que le courtier aura une responsabilité, en fait, vis-à-vis de son client?
À mon avis, non, parce que la déclaration a été faite par l'assuré et non par le courtier. Le courtier, tout ce qu'il fait, lui, c'est d'abord contracter le contrat d'assurance et ensuite, en cas de sinistre, vérifier au niveau de la compagnie d'assurance c'est quoi l'étape, c'est quoi les étapes pour le règlement de sinistre de son client. Moi, il m'est arrivé des fois de parler du courtier, par exemple, qui voulait savoir il est où le dossier de leur client, ou bien quand il y a des problèmes aussi, pourquoi on a de telle information, pourquoi on n'a pas couvert, pourquoi l'assuré a droit à tel montant. Donc, ça, c'est des questions. Mais vous avez touché un point important. Des fois, ce n'est pas une fausse déclaration, c'est une erreur dans la déclaration. Parce que fausse déclaration et erreur dans la déclaration, ce n'est pas la même chose. Fausse déclaration, c'est quand c'est fait de façon intentionnelle, comme on l'a dit. Alors que erreur, ça peut arriver à tout le monde. Exemple, je peux dire que, écoute, mon MacBook Pro, là, je l'ai acheté à 3 millions de bonne foi, parce que ça coûte cher, ces ordinateurs. Mais en réalité, je me suis trompé parce que je pensais que c'était un ordinateur qui avait telle puissance. Donc, je me suis trompé en disant 3 millions. Mais normalement, son prix, c'est 1 million. Parce que 3 millions, c'est l'autre qui coûte 3 millions. L'autre qui est beaucoup plus puissant. MacBook Air, par exemple, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas intentionnel. Et d'ailleurs, même au Québec, ici, beaucoup de juges parlent de cette erreur involontaire dans leur décision pour dire que non, on n'est pas dans le cadre d'une déclaration mensongère parce que de bonne foi, l'assuré a commis une erreur involontaire. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, monsieur, merci beaucoup. En tout cas, c'était très enrichissant. On vous remercie vraiment pour votre temps. Et voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Glass. Donc, Madame la DG. Merci beaucoup, Monsieur Nyon, pour ce brillant exposé que nous avons réellement senti comme étant plus un partage d'expérience. C'est important de recevoir des grands frères, des experts comme vous, parce que vous nous racontez ce que vous avez vécu. Ça change vraiment des leçons de classe avec un PowerPoint, d'accord, avec des références bibliographiques. Là, c'est vraiment, comme on dit, talking from experience. Et là, vous êtes en train de faire un giving back que nous apprécions énormément et nous vous remercions encore pour vraiment ces exemples pertinents que vous avez eu à nous donner, mais également les tips que nous avons notés par rapport au comportement donc, du client. Donc, nous espérons, Inch'Allah, que nous referons un webinaire avec plus de détails. Peut-être d'ici octobre, parce que chaque mois, nous prévoyons de faire un webinaire. Donc, Inch'Allah, d'ici décembre, on vous recontactera pour un autre webinaire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Plaisir partagé. À très bientôt. Et bon cours, chers étudiants. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.